Et nous prenons la troisième partie d'Audace Info Midi Magazine qui est consacrée à bien sûr l'invité pour parler de cette journée célébrée aujourd'hui, la journée des droits de l'homme. Aujourd'hui nous recevons donc Alex Gustave Zébazé qui est journaliste et défenseur des droits des hommes. Bonjour Alex Gustave. L'homme considéré comme étant indifférencié, homme non pas catégoriel mais homme universel. Et c'est une journée, vous le savez, vous devez le savoir et vous le savez, qui a été adoptée par les nations en 1988, le 8 décembre, le 10 décembre, je voulais dire, dans le cadre du désir post-Deuxième Guerre mondiale de créer des conditions pour que les citoyens, quel que soit le pays où ils se trouvent, voient un ensemble de droits préventifs être mis en œuvre de sorte que les individus aient droit à une protection de leur dignité, les enfants, tout à l'heure vous en parliez quand ils naissent, qu'ils aient des droits dès la naissance, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que seuls les enfants des possédants, ceux qui ont un ensemble de ressources, ont le droit par exemple à l'éducation, ont le droit à la santé, ont le droit à l'alimentation, donc que les États, qui sont les entités instituées, puissent garantir à tout être humain qui est présent sur un territoire un ensemble de... Je ne vais pas dire privilèges, mais les droits ne sont pas des privilèges. C'est même émanant à la nature humaine. Okay. Et pour ceux qui sont des chrétiens ou des croyants des religions monothéistes, on dit que Dieu nous a créés à son image. Et Dieu nous a créés pour que, afin que nous fassions du bien et que nous recevions aussi un retour du bien. Et sous ce rapport-là, la communauté des humains, qui est représentée dans le contrat social par les États, a entendu s'organiser de manière à ce que ni la guerre ne prive les citoyens, l'être humain, de ses droits ou de sa capacité à recevoir, à obtenir des services privilégiés de son État. L'État étant entendu comme étant l'entité qui réunit les individualités que nous sommes. Et depuis 1948, chaque année, la communauté internationale qui est représentée par l'Organisation des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui a une entité spécialisée qui aujourd'hui s'appelle le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, met un point d'honneur à célébrer cette journée, en tout cas faire une sorte d'arrêt, pour faire une sorte de bilan sur les avancées, mais aussi les défis. Parce que, par exemple, je vais prendre nous, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, au Cameroun, l'une des plus grosses problématiques qui préoccupe les défenseurs des droits humains, c'est comment faire pour que l'espace civique soit plus élargi, que les citoyens puissent s'exprimer librement, puissent se réunir librement, puissent s'associer pour poser leurs besoins, adresser leurs besoins à leur État, c'est-à-dire à leur État qui peut être l'administration, qui peut être le gouvernement, qui peut être le Parlement, qui peut être la justice, entendu comme étant cette entité institutionnelle à laquelle, dans le cadre de la démocratie représentative, nous, en tant que citoyens, nous avons délégué, nous le peuple souverain, je vais dire, avons délégué le pouvoir de décider à notre place, mais pas contre nous, de décider pour nous. Au Cameroun, aujourd'hui, je parlais des défis. L'un des principaux défis aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'État ne soit pas seulement une masse répressive à l'encontre des citoyens. Que l'État puisse, quand on est là en ce moment, à la session budgétaire, c'est-à-dire la session au cours de laquelle l'État présente, fait une sorte de bilan de ce qu'il a fait de notre argent, donc des contributions que les citoyens ont données en termes d'impôts l'année antérieure, et se projette sur l'année à venir, l'année 2025, s'entend, sur des nouvelles ressources qu'il nous demande de lui allouer à travers nos représentants qui sont les députés. Et la question, ce qui préoccupe les défenseurs des droits humains, c'est de dire, est-ce que ces ressources qu'on met en main
du gouvernement. Parce que l'État est représenté par quelqu'un. Oui. C'est le gouvernement, le président de la République, les députés. Mais en termes d'exécution budgétaire, c'est ces entités-là qui reçoivent les ressources qui sont collectées par divers mécanismes. Et la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que toutes ces ressources qu'on met entre les mains de l'État et entre ce qu'on voit comme réponse de l'État à la demande sociale, demande au plan éducatif, demande au plan de la santé, demande au plan des infrastructures collectives, les routes, le rail, les aéroports, est-ce que les ressources que la collectivité met aux mains de ses représentants, que sont le gouvernement et les parlementaires, sont utilisées dans l'intérêt des citoyens? Ce n'est pas quelque chose d'aérien, de péjoratif. Ça se vit au quotidien que les Camerounais vivent mal. Ça se voit au quotidien que les Camerounais vivent mal. Pas parce que, bon, dans ce studio, peut-être on ne le ressent pas beaucoup, parce que peut-être l'investisseur qui a fait cette radio vous a mis dans des conditions telles que quand vous êtes à l'intérieur, vous ne sentez pas très... Mais quand vous sortez là, vous voyez très bien quelle est votre difficulté pour vous mouvoir, pour aller d'un point de la ville à un autre. Si ce n'est pas les routes qui sont cabossées, c'est les moyens de transport qui sont d'une désuétude à nulle autre pareil. Si quand vous voulez vous rendre dans un marché ou dans un supermarché pour acquérir des biens et des services, vous vous posez une ou deux fois plusieurs questions. Est-ce que le produit qu'on nous sert est un produit de qualité? Est-ce qu'il est normé? Est-ce que les services publics que nous payons font véritablement leur job pour s'assurer que les produits qu'on vend aux Camerounais sont des produits qui ne sont pas des produits contrefaits? Okay. Alors, je ne vous coupe pas. On parle des droits de l'homme. Oui. Maintenant, au Cameroun, dans le contexte camerounais, est-ce qu'on va parler de liberté d'expression ou libertinage? Parce que les Camerounais ont une façon de revendiquer des choses qui, parfois, poussent le gouvernement à ne pas vouloir agir d'une certaine façon. Madame Anguine, vous avez déjà été aux États-Unis? Non, pas encore. Vous suivez l'actualité américaine? Oui. Vous avez l'impression que les Camerounais sont plus revendicatifs que les Américains? Non. Vous avez l'impression que les Camerounais sont plus revendicatifs que les Français? Du tout. Pourquoi vous pensez que si les Camerounais s'expriment comme vous le voyez sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux sont à la limite, dans le contexte où tout à l'heure, à l'ouverture de mon propos, oui, à l'entame de mon propos, j'ai parlé de la tendance à la réduction de l'espace civique. C'est quoi l'espace civique? L'espace civique, c'est cet ensemble de possibilités qui sont données par justement le substrat institutionnel aux citoyens de s'exprimer et de s'adresser à leur gouvernement. Et on ne s'adresse pas au gouvernement seulement dans les cadres que le gouvernement décide de mettre en place. Okay. Les citoyens peuvent construire, mais il faut que ce soit toujours de manière pacifique. Donc, la manifestation publique, la grève pour les travailleurs, les marches pour les associations civiles, les meetings pour les partis politiques, pour exprimer la prise de parole pour ceux qui sont dans les institutions, oui, les partis politiques qui sont représentés au Parlement ou dans les conseils municipaux, la prise de parole libre dans les institutions n'obère pas la capacité du citoyen qui n'est pas dans les institutions de s'exprimer, de s'adresser à son gouvernement, mais de manière organisée et pacifique. Or, ce que j'observe en écoutant votre question, c'est que il peut vous venir à l'idée de considérer que c'est la manière dont l'État ou ses représentants souhaitent voir les gens s'exprimer qui doit être la norme. Non, l'État ne peut pas dire aux gens ce qu'on doit lui dire. Les citoyens doivent exprimer librement leur ressenti. J'ai dit, le point d'accord et d'ancrage doit être l'expression pacifique. Mm-hmm. Mais dès l'instant où les citoyens prennent, je n'ai pas dit, ils peuvent même crier. Mais crier, c'est pacifique. Mais c'est quand ils prennent les armes que ça devient une infraction, que ça devient un motif de rébellion. Et contester un gouvernement n'est pas de la rébellion. Contester une administration, une décision de l'administration n'est pas une rébellion. Je prends un exemple. Un matin, nous sommes restés, on nous dit, bon, désormais, vous allez payer les impôts, vous allez payer une taxe pour appeler téléphone. Alors que nous payons déjà dans le prix
de l'unité de communication, de ce qu'on appelle l'unité. Ils sont inclus des taxes. Un autre jour, on dit, vous allez payer une taxe pour l'acquisition du téléphone qui traverse la frontière. Pourtant, le vendeur qui nous vend, on était même allé jusqu'à tenter de dire qu'on va faire des contrôles dans les domiciles pour voir si le téléphone qui est importé, alors que le Cameroun n'en produit pas. Parce qu'on peut comprendre que pour protéger l'industrie locale, on fixe un certain niveau de taxes pour renchérir les coûts des produits importés afin de protéger la production locale. Mais on est même sur des produits qui ne sont pas produits localement. Pourquoi il faut multiplier les taxes et les impôts comme si on ne souhaitait pas que les Camerounais accèdent à un niveau de technologie, en tout cas un niveau de, je ne vais pas dire de technologie, mais d'outils, de technologie de l'information qui permettent aux gens de communiquer de manière fluide, instantanée et sur des distances longues sans forcément se déplacer. Regardez, pourquoi vous voulez que moi qui, habituellement quand j'allais à l'Ouest, parce que j'ai des responsabilités à l'Ouest en tant que chef d'une communauté, je ne me devais pas de quitter Douala, aller passer par Yaoundé, passer par Bafia, Tonga, Baranté, Bayangam, Banjoun, Bafsam, avant d'arriver à Tchon, où je suis chef d'une communauté. Aujourd'hui, je suis obligé de faire ça. Parce que la voie principale par laquelle je route, à la falaise, est aujourd'hui fermée à la suite d'un éboulement. Et la voie de contournement que le gouvernement nous a conseillé, c'est-à-dire de passer désormais tous par Bafan, Bafsam, cette voie est totalement dégradée. Et quand vous l'empruntez, vous n'êtes pas du tout en sécurité. En tout cas, ce n'est pas le délégué général à la sécurité nationale, il n'est pas nous. Non. Il a dit que la route Douala-Yaoundé n'est pas bonne. C'est un membre du gouvernement. C'est lui qui l'a dit. Nous, quand on le dit, on dit que c'est le libertinage. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, depuis qu'il a dit, personne ne lui reproche au sein du gouvernement d'avoir fait preuve de libertinage. Dans un autre contexte, ce qu'on nous reproche là, ce qu'on nous reproche souvent, en tout cas nous citoyens, on aurait dû lui dire, mais vous ne pouvez pas être ministre et parler comme ça. Vous êtes membre du gouvernement. C'est vous qui faites ça. Ce n'est pas l'affaire de votre collègue seul. C'est l'affaire du gouvernement dont vous êtes membre. Et vous avez un chef qui est le président, un sous-chef qui est le premier ministre. Comment est-il possible que dans un pays, on ait, pour les deux villes les plus importantes, Douala, qui est la capitale commerciale, Yaoundé, qui est la capitale politique et administrative, une telle route? Et lesquelles routes relient deux des pays les plus importants de la sous-région, le Tchad et la Centrafrique. Donc c'est des routes sous-régionales. On ne peut pas regarder ça. Nous, quand on en parle, quand je dis nous, je ne parle pas de moi forcément. Moi, je parle des citoyens qui s'entendent librement en tant que citoyens engagés, citoyens défenseurs des droits de l'homme, comme vous m'avez présenté, de dire non, nous devons dire pour que nos autorités, peut-être qu'ils ne voient pas, peut-être qu'ils n'entendent, peut-être qu'ils voient sans entendre. On doit le marteler et le rappeler chaque jour jusqu'à ce que ce soit résolu. Quand ce n'est pas résolu, on est obligé de continuer à en parler. Ce n'est pas le libertinage. Nous revendiquons, pas parce que ce n'est pas une faveur qu'on demande au gouvernement. Je l'ai dit à l'entame, ce n'est pas pour me répéter, que le Cameroun, notre pays, a inscrit dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution, qui fait aujourd'hui corps avec cet outil juridique de la République, que la liberté de communication, la liberté de répandre ses opinions par tout type de support est garantie par l'État du Cameroun. On est allé plus loin en disant les conventions, les traités et les chartes internationales dûment ratifiées par l'État du Cameroun font partie, s'imposent aux citoyens et aux acteurs internes de la République du Cameroun. Donc, le Cameroun a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui garantit la liberté d'expression. Il n'y a pas lieu. Il a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui garantit à son article 19 la liberté d'expression. Donc, quand nous nous exprimons, on ne s'exprime pas comme des hors-la-loi, on s'exprime dans les cadres que l'État a fixés. Et qui sont ces instruments et ces outils, ces instruments juridiques que je viens de citer.
Donc on peut appeler ça revendication, pas libertinage. Bien sûr. On a parlé des défis, parlons maintenant des progrès et peut-être des solutions, vu que vous êtes dans le domaine de la défense des droits de l'homme. Je précise. Quels progrès donc ont été